Voilà, et bien dis donc, qui disait qu'il y avait beaucoup moins de monde le lundi ? Hein? Nous sommes très heureux de vous voir tous aussi nombreux avec nous et vous êtes venus au rendez-vous qu'on vous avait fixé. Et je pense que notre père fondateur qui est là-bas, avec son... Regardez, moi je dis qu'il a un air sévère là, mais si vous le regardez de tout près, vous verrez qu'il a ses yeux qui frisent comme ça. Il avait un côté un peu malicieux, il prenait un air comme ça, et en fait il avait toujours l'œil qui frisait un petit peu. Voilà, notre cher Michel, qui nous a quittés, mais qui est toujours là et qui sera toujours avec nous, hein. Atik le connaissait bien aussi, Atik Rahimi, il a été beaucoup avec lui, Souleymane évidemment aussi, et puis Pascal aussi. Alors on se disait qu'avant, juste comme ça, pour se mettre un peu dans l'ambiance, pour se faire plaisir, on écouterait bien un tout petit morceau de Nima Koch-Ravesh, l'ai-je bien dit ? Oui, j'ai bien. Et qui est iranien et qui nous joue un petit air de cet art. Ah bien, après il faut parler. Alors on va présenter Alice Rahimi et Atik Rahimi, même si on commence à connaître un peu Atik pour ce livre, si seulement la nuit. Et voilà, juste un petit mot. Atik Rahimi, vous êtes comédienne, diplômée du Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Pardon, pas Atik, évidemment. Alice. Non, ça, j'aimerais bien. Continuez. Bien. Si vous le continuez, j'adore. Comédienne. Oui. Et puis, il a entamé un nouveau métier. Quand il s'en sort pas mal. Un peu fatigué. Oh, c'est trop mignon. Alors continue. Bon, Alice, pardon. En 2012, vous accompagnez votre père, donc Alice, voilà. sur le tournage du film Singé Sabor, dont vous avez réalisé le making-of. Vous avez joué au théâtre et dans des séries. Vous êtes à l'affiche du dernier film d'Ali Abbasi, Dead End, qui a été présenté à Cannes. Le titre en français, c'est Les Nuits de Machad. Certains regards au dernier festival de Cannes. Non, le prix d'interprétation féminine. Un prix d'interprétation féminine. Oui. Ah bah oui, carrément. Quand même. Ah bah Quand même. Alors j'ai carrément ça je l'ai même pas vu passer. Bon. Alors Atik. Bon, c'est la musique qui m'a trompé. Tu es né à Kaboul, en Afghanistan. Pour l'instant, ça va, c'est juste. J'aimerais bien être né ici en France, à la place d'Alice, mais bon... Ah ben, on va en parler tout à l'heure. Tu as fait des études au lycée franco-afghan de Kaboul, puis à l'université en littérature. En 1984, tu quittes l'Afghanistan pour le Pakistan à cause de la guerre. Tu demandes et tu obtiens l'asile politique en France. Tu passes un doctorat de communication audiovisuelle à la Sorbonne. Et tu vis et travailles aujourd'hui à Paris. D'abord, tu es romancier. Tu as donc publié en 2008 Singé Sabor, qui obtient le prix Goncourt. Tu as plusieurs autres livres. Voilà. Depuis, tu jongles constamment entre le persan et le français
pour écrire, avec des textes qui sont tous, je crois, presque tous publiés chez POL, L'invité du miroir, Les porteurs d'eau, Maudit soit Dostoïevski, je l'ai dit dans le désordre. Tu réalises aussi des films documentaires. Tu as adapté donc en 2004 ton roman Terre et cendres, qui a été présenté au Festival de Cannes, qui a eu le prix de je sais pas quoi. Un certain regard. Ça, c'est voilà. C'est pour ça que je me suis trompé. Et puis, tu as aussi, évidemment, par la suite, adapté ton premier roman, celui qui a eu le prix Goncourt, Singé Sabor, avec Jean-Claude Carrière pour le scénario. En 2018, tu tournes au Rwanda l'adaptation cinématographique du livre d'une autre autrice qu'on a déjà reçue pas mal de fois ici, Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil. Ouf, je suis arrivé au bout de tout ça. Merci. Merci pour cette présentation. Alors moi, je vais vous présenter Souleymane Bachir Diaye. Je vais faire simple parce que vous allez comprendre pourquoi ensuite. Professeur de philosophie à l'Université de Columbia à New York, Souleymane Bachir Diaye est spécialiste de la philosophie islamique et de l'histoire des sciences. Il a publié une vingtaine d'ouvrages, dont Comment philosopher en Espagne... C'est la on a décidé de faire des gags ce soir. Au bout de 3 jours, ça ira mieux. Quand on sera un peu rodé. Tu me promets de l'écrire. Je te promets, je vais l'écrire. Je vais d'abord apprendre l'espagnol. Oh, c'est pas vrai. Comment philosopher en islam, paru chez Philippe Ray en 2014. Enquête d'Afrique avec un S entre parenthèses, universalisme et pensée décoloniale avec Jean-Loup Ancel, paru chez Albin Michel en 2018 et la controverse avec Rémi Brague chez Stock en 2019. Mais tu as 2 actualités ici. Le fagot de ma mémoire. En fait, c'est là où tu te racontes vraiment et on fait vraiment ta connaissance qui est paru chez Philippe Ray. Et puis le tout dernier en date qui vient de sortir chez Albin Michel dans la bibliothèque ID, qui est De langue à langue, l'hospitalité de la traduction. Alors, Souleymane nous a accompagnés dans beaucoup de nos aventures à l'étranger et j'étais très curieuse finalement de lire ce livre parce qu'on se connaît déjà depuis pas mal d'années maintenant, mais je ne connaissais pas toute sa vie. Alors ça commence comme ça, le fagot de ma mémoire. Quand la mémoire va chercher du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît, a écrit le poète et conteur Birago Diop, un grand, grand poète. Ma mémoire ne se serait pas mise en branle pour s'en aller constituer le fagot des souvenirs que j'ai rassemblés dans les pages qui suivent, n'eût été l'insistance d'amis qui se trouvent aussi être mes éditeurs. Il a fallu, bien entendu, que je trouve en moi-même une raison de me retourner ainsi un moment sur le chemin où je vais. C'est quelque chose que tu n'aurais pas fait naturellement, sans la pression amicale ? Non, je ne crois pas. On ne peut jamais savoir, mais je ne crois pas. Parce qu'il a bien fallu que je change complètement d'approche, que je change de mode d'écriture. Parce que jusqu'ici, j'avais écrit des textes de philosophie, pure philosophie. Ça veut dire que je pouvais me cacher derrière le concept. Et puis, construire des arguments logiques qui, au fond, ne m'impliquent pas en tant que personne dans ce que j'écris. Si j'écris une réflexion sur la traduction, c'est sur le concept de traduction que j'attire l'attention. Si j'écris sur les philosophes musulmans depuis Al-Kindi jusqu'à Al-Afghani, pour parler d'un auteur de mes amis afghans, eh bien, je me cache derrière mes sujets. Tandis que là, il me fallait apprendre à dire « je ». Et ça ne va pas de soi. Quand on a écrit un certain nombre de livres où on ne dit pas « je », ça ne va pas de soi. Et puis, il me fallait parler aussi de choses, parce que dès qu'on fait une sorte de descente en soi, on rencontre tout de suite des choses très intimes qui vous remuent. Et c'est difficile. On sourit de temps en temps en se rappelant des choses qu'on croyait avoir oubliées, parce qu'on est en train de faire de l'introspection. Parfois aussi, on a un petit peu la larme à l'œil. Voilà. Tu écris « Être Saint-Louisien constitue une part essentielle de mon identité, alors même que je n'ai pas grandi dans la ville qui m'a vu naître,
que je n'y ai jamais séjourné longtemps après que mes parents en sont partis, quand j'étais encore un tout petit enfant. Alors là, j'étais stupéfaite. Mais être Saint-Louisien, ou mieux un enfant de Saint-Louis, c'est participer d'une culture, Saint-Louis du Sénégal, hein, c'est participer d'une culture, et je dirais aussi d'un certain ethos, que ma famille m'a tout naturellement transmis. J'avancerai en 2 mots que cette culture est faite d'une tolérance qui n'est pas condescendance, mais sens du pluralisme. Oui, j'ai voulu d'abord commencer par rendre hommage à ma ville. Je suis de ceux qui pensent que Saint-Louis du Sénégal est le centre du monde. Je veux bien que tout le monde ne pense pas la même chose. Mais c'est vrai que c'est une ville cosmopolite. D'abord, son nom. Il a un nom. Cette ville a un nom double. Le nom local du village qui a préexisté à la ville de Saint-Louis, c'est Ndar. Mais c'était aussi un comptoir français établi dès le XVIIe siècle. On pense que les Français sont arrivés avec la colonisation. Ils se sont d'abord installés sur un comptoir, comme ils ont fait pour Pondichéry en Inde, où ils ont fait du commerce. À ce moment-là, il n'y avait pas de colonisation du tout. Et quand ce comptoir a été fondé, il a été fondé à l'époque de Louis XIV, et Louis XIV a voulu que la ville porte le nom de son aïeul, Saint-Louis. Donc c'est une ville française de ce point de vue-là. C'est une ville sénégalaise également. Et c'est devenu à un moment donné aussi une ville marocaine. Il y a eu une immigration marocaine très importante, surtout de la ville de Fès. Et donc il y a beaucoup de noms saint-louisiens qui sont des noms de Fassi également, c'est-à-dire de Marocains de Fès. Benjeloun ou Benani sont des noms saint-louisiens. Je les ai connus d'abord comme des noms saint-louisiens avant de les connaître comme des noms marocains. Bref, c'est une ville extrêmement cosmopolite qui a été plurielle dès sa naissance, plurielle dans une naissance à la fois française et locale, et donc sénégalaise, marocaine, mauritanienne. Pendant très longtemps, Saint-Louis a été la capitale de la Mauritanie, avant que la Mauritanie ait pour capitale Nouakchott. Et il y a un esprit saint-louisien. Y compris à l'intérieur du Sénégal. Les Sénégalais vous diront qu'effectivement, les Saint-Louisiens sont des gens un petit peu à part. Et quand je dis enfants de Saint-Louis, les Saint-Louisiens sont les seuls à avoir cette expression qui leur est accolée en langue wolof. En langue wolof, on dit Domundar, ça veut dire enfant de Saint-Louis. On ne dit pas enfant de Dakar, on ne dit pas enfant de Rufisque, on ne dit pas enfant de Saint-Malo, je ne crois pas. On dit Malouin d'abord. Malouin. Bon. Comment on dit, je ne sais plus. Malouin d'abord, breton ensuite, et français accessoirement. Bon. Et bien voilà. Et cet esprit-là, je crois, est réel. Et la tolérance proverbiale saint-louisienne et le pluralisme saint-louisien est réel. La preuve, nous avons probablement la seule mosquée au monde, peut-être, où il y a à la fois un minaret pour que le muezzin appelle à la prière et une cloche, comme s'il s'agissait d'une église où on sonnait les cloches à certaines fêtes religieuses. Et ceci me semble être véritablement le symbole de la ville. Et je crois que de ce point de vue-là, dans ma manière de penser, je suis profondément saint-louisien. Voilà, alors ce jeune homme que l'on découvre tout petit, d'abord, est très doué. Hein. Il adore le rythme, il adore la musique, il adore danser. Il se produit même au cinéma, où ses parents l'emmènent beaucoup, parce qu'il faut faire attendre le public avant le début du film. Donc voilà, il fait ça. Il a aussi une certaine intelligence des langues. Il a parlé assez rapidement le wolof, le français, le diola, le créole, auquel s'ajoute maintenant... Anglais. L'espagnol bientôt, hein, pour écrire philosophie en Espagne, mais ça, c'est une autre histoire. Je te dois une philosophie espagnole. D'accord. Et quoi, alors, donc ? Alors, parler, ce n'est pas vraiment le cas, parce que ensuite, ce sont des langues mortes. Le latin, le grec, que j'ai étudié, avec lesquels je travaille. Alors, l'arabe, qui pour moi est une langue liturgique, c'est-à-dire que je pourrais discuter avec toi des attributs de Dieu ou de la différence entre l'essence et l'existence, mais je ne saurais pas te parler d'un match de football, le Real de Madrid, au Stade de France, en arabe. Voilà. D'accord. Est-ce que je dois t'appeler Jules ? Ah. Ben, si tu m'appelles Jules, je vais croire que nous avons été à l'école primaire et au début du lycée ensemble. Je suis plus vieille que toi.
il y a... Ça marche pas. Oh, je ne crois pas. Il y a une chose très curieuse qui est que ceux qu'on a... Souleymane, on les appelle des Jules chez moi au Sénégal. Alors, je ne sais pas quelle est la dérivation qui fait qu'on passe de Souleymane à Jules. Alors, je sais que Souleymane, c'est d'abord Salomon, c'est Soliman, c'est Shlomo. Tous ces noms-là sont le même nom. Mais alors, Jules, aucun rapport. Pourtant, effectivement, on m'appelait Jules quand j'étais petit, comme on appelle tous les Souleymane Jules, avec toutes les variations possibles et imaginables. Julot, Jules César, quand on voulait me faire plaisir. Voilà. Alors, on pique, hein, je picore dans le livre parce qu'on ne peut pas raconter toute cette vie très, très, très riche. Tu reviens dans ce livre sur tes rencontres avec Louis Althusser, avec Jacques Derrida, tes maîtres de rue d'Ulm. Tu parles de Léopold Sédar Senghor, que tu vas rencontrer plusieurs fois, avec lequel tu seras ami. Et pourtant, à un moment, tu écris que je n'ai pas cessé de me considérer anti-senghorien en philo et en politique. Ben oui, comme tous les gens de ma génération, comme tous les gens qui étaient ou qui se croyaient communistes à l'époque. J'étais, effectivement, Senghor m'a très gentiment reçu au palais du présidentiel quand je suis entré à l'école normale supérieure, où il m'a expliqué pourquoi lui n'était pas entré à l'école normale supérieure. Ce qu'on ne sait pas beaucoup, parce que comme il était au lycée Louis-le-Grand avec Georges Pompidou et qu'ils ont été tous les deux agrégés, on pense qu'ils ont fait la même trajectoire, mais pas tout à fait. Et ensuite, il m'a manifesté une amitié qui m'honore et qui m'émeut beaucoup. Donc, ceci était en 1977. Après, il est parti du pouvoir en 1980. Mais quand il revenait au Sénégal, il me faisait toujours venir chez lui, dans sa villa, les Dents de la Mer, où il me recevait très gentiment et où nous bavardions très gentiment. Et ensuite, quand il n'a plus pu venir au Sénégal. Il restait ici à Normandie où sa femme avait des propriétés et il allait à Paris pour assister aux séances de l'Académie française. Je venais le voir quand je venais en France. J'allais au square Tocqueville où il habitait. Il avait ses appartements et il me recevait. Et pendant toute cette période-là, comme la gauche sénégalaise, j'étais contre sa politique, etc., etc. Mais alors, il ne l'a jamais su. Bien évidemment, parce que chaque fois que je me trouvais en sa présence, il sentait surtout l'affection profonde que j'avais pour lui. Oui, c'est vrai, mais quand même, tout jeune, quand tu vas le voir, il te dit, si vous aviez été catholique, je vous aurais suggéré de penser pour une future thèse à un travail sur Saint-Augustin l'Africain. Oui, je lui ai répondu, mais tu lui réponds. Oui. Vas-y. Qu'est-ce que tu lui réponds ? Je lui réponds que je n'avais pas besoin d'être catholique pour être profondément ému, moi, par la pensée de Saint-Augustin. J'avais lu les Confessions, évidemment. Les Confessions, c'est un livre absolument magnifique, bouleversant, que tout le monde devrait avoir lu. Et puis, aussi, j'étais profondément remué à la fois par la philosophie et la force mystique qu'il y avait derrière la pensée de Saint-Augustin. Donc, je voyais bien ce qu'il voulait dire. Il estimait que Saint-Augustin était profondément africain et que ça ne se savait pas assez. Et que Saint-Augustin, précisément parce qu'il était profondément africain, a apporté dans l'Église une sorte de chaleur, une sorte d'enthousiasme qui rompait un peu avec la sécheresse de la tradition aristotélicienne et thomiste qui allait ensuite se développer dans l'Église. Il considérait, si tu veux, que Saint-Augustin avait vraiment compris le logos christique. Quand le Christ dit « je suis la vie, je donne la vie en abondance », c'était une des phrases que Senghor m'avait citées dans cette conversation. Il disait Saint Augustin a compris cela, cette force dynamique de la vie, la force vitale, probablement mieux que tous les théologiens de son époque, mieux que tous les 3 autres pères de l'Église. Et j'étais d'accord avec lui, c'est-à-dire que nous étions de plein pied. Et je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle je lui ai répondu ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais Monsieur le Président, ce n'est pas parce que je ne suis pas formellement de la religion de Saint-Augustin que je ne pense pas être profondément
en accord et en résonance avec ce qu'il nous enseigne et ce qu'il m'enseigne en particulier en philosophie. Tu ajoutes aussi que pour toi, la religion, toutes les religions, ne se révélaient dans leur vérité que lorsqu'elles étaient comprises comme inquiétude permanente et non certitude de gens installés. Je crois que effectivement, c'est quelque chose qui continue. C'est quelque chose qui continue et c'est important pour deux raisons. D'abord, une première raison qui est qu'on croit que ceux qui sont croyants, ceux qui sont religieux, sont des gens qui, en gros, ont peur de la vie, ont peur de la mort, et puis qui se réfugient derrière des croyances qui les rassurent sur le fait que la vie va continuer, etc. Il n'y a personne de moins rassuré que les croyants véritables. La croyance, c'est fondamentalement être inquiet de Dieu. Et quand je dis inquiet de Dieu, je prends ce mot dans son sens étymologique. Inquiet, non tranquille. La croyance en Dieu, ça signifie que cela vous taraude. Cela ne vous laisse pas dormir. Cela vous inquiète. Comme on est inquiet de l'amour que l'on porte à quelqu'un, on n'est jamais sûr d'en faire suffisamment par amour et on n'est jamais sûr de recevoir en retour l'amour. Si vous n'êtes pas inquiet de votre amant ou de votre amante, au sens du XVIIe siècle de ce mot, vous n'êtes pas amoureux. Ouais. Pas mal, pas mal. Absolument. Deux choses. Revenons sur le grand Saint-Augustin. En effet, il faut quand même voir un peu sa période de manichéen. Quand même, il connaissait très très bien la philosophie manie qui venait justement de l'Orient. Je crois que ça avait beaucoup influencé aussi sa manière de voir les choses. Et puis ensuite, quand c'était redécouvert le christianisme, donc c'est autre chose. En effet, quand je lis Saint-Augustin, alors que je viens d'Afghanistan, donc très loin, mais je sens justement des choses qui résonnent. Et puis toutes ces réflexions aussi sur la religion, évidemment, lui, le premier qui, évidemment, l'inquiétude dont il parlait avec la religion, il mettait justement ensemble. Et ça, en effet, et les mystiques perses, eux, en effet, c'était deux écoles, ou deux sortes de relations avec Dieu. Une fondée sur des craintes, évidemment, de l'inquiétude, qui crée des angoisses. Et l'autre, que Attar et plus tard Rumi étaient les fondateurs, c'était le mysticisme d'amour. C'est-à-dire, avant on disait « crains Dieu » et l'autre dit « aime Dieu ». En effet. Et on voit plus tard, tout ce qui croyait sur la crainte envers Dieu est tombé dans la violence, et ceux qui considéraient justement ce rapport fondé sur l'amour et allaient vers la paix. En effet. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Saint Augustin dit joliment « Et mon cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi ». Ça veut dire précisément, effectivement, le seul... Et on peut avoir, ici, on peut faire dialoguer les religions entre elles. Ce langage du cœur, l'idée qu'on ne trouve le repos que dans le cœur de l'autre, de celui que l'on aime. Mon cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. C'est une phrase qui pourrait sortir de Rumi. C'est une phrase qui pourrait sortir de Attar. On peut s'attendre à trouver, je suis sûr que si on ouvre le Masnavi, on va trouver l'équivalent d'une phrase comme celle-là. Et c'est en cela, justement, qu'il y a une sorte d'unité transcendante des religions dès lors qu'elles franchissent, qu'elles sortent de leur propre enfermement, fanatique, où on a l'impression que la religion devient une machine à exclure. Je suis de telle religion, ça veut dire que tu es un autre, etc. Alors que l'une des deux étymologies de religion, d'ailleurs, en latin, une étymologie qui signifie la relecture, relire tout le temps, et l'autre qui signifie relier, ça fabrique du lien. Si la religion n'est pas ce qui nous enseigne l'humanité, à ce moment-là, elle ne sert à rien, elle devient destructrice, et malheureusement, nous en avons des exemples. Tu veux intervenir, Pascal ? Je voulais qu'on parle un petit peu
de langue à langue. Si on finit sur le fagot de ma mémoire, on découvre tout ton itinéraire. Tu as 18 ans donc à Paris. Après, tu vas partir à Cambridge, dans le Massachusetts, et tu vas découvrir là la violence du racisme et de la difficulté de trouver sa place. Oui. Dans un endroit où la couleur de peau devient importante. C'est la première fois où je me suis rendu compte que j'étais noir. C'était pas quand je me suis regardé dans le miroir la première fois, parce que personne n'estime qu'il est noir. Il faut être avec quelqu'un qui n'est pas noir pour se mettre à penser qu'on est noir. Mais bref, j'arrive dans le Massachusetts. J'ai mon école, l'école normale en France, a un programme d'échange avec Harvard. Je vais à Harvard. 3 jours ou 4 jours après mon arrivée, je lis l'une des histoires les plus incroyables qui s'est passée à Boston, un match de football américain entre des lycées. Alors, des lycées situés dans des quartiers différents. Boston, à l'époque, était l'une des villes les plus ségrégées des États-Unis. Quand vous étiez noir, vous habitiez dans les quartiers noirs. Quand vous étiez blanc, vous étiez dans les quartiers blancs. Vous aviez énormément de catholiques irlandais qui, non seulement, qui déjà n'aimaient pas beaucoup les WASP, c'est-à-dire les White Anglo-Saxon Protestants, a fortiori les noirs. Et il y avait un match de football entre une équipe, un lycée situé dans les quartiers noirs, donc avec des footballeurs noirs, et un lycée qui était situé dans le quartier irlandais catholique. Et pendant le match entre les deux lycées, des jeunes du lycée blanc qui recevaient sont montés sur le toit d'une maison et l'un d'eux a tiré sur le meilleur joueur de l'équipe, de l'autre équipe. Il ne l'a pas tué, mais l'autre est resté paralysé pour le reste de sa vie. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là l'horreur d'un type de racisme qui tue, parce que ce racisme-là accède très facilement aux armes. Et malheureusement, la situation n'a pas changé. On en a encore des exemples. Ouais. Il y a encore 2 jours, on a vu ce que ça a donné. Les États-Unis n'ont pas plus de gens dérangés que d'autres, sauf que les gens dérangés trouvent facilement accès à des armes qui sont des armes de guerre, des armes que même les policiers qui sont censés les affronter n'ont pas. Et donc, c'est un choc. À l'âge qui était le mien, je venais d'avoir la grecque, ça veut dire j'avais 22 ans, 23 ans. Et je me suis mis pour la première fois à me dire, il faut que je fasse attention quand je prends le métro, quand je prends une voiture, quand je marche, à ne pas aller dans tel ou tel quartier. Quand on se met à penser comme ça, à avoir une espèce de géographie particulière dans une ville, ne pas pouvoir simplement errer avec un esprit tranquille en se disant « Est-ce que je ne suis pas en train de traverser un quartier de, je ne sais pas moi, de gens qui ne souhaitent pas que je sois chez eux ?» Ça pèse. Et cette pesanteur-là, je l'ai ressentie pour la première fois à ce moment-là. Voilà, on ne va pas raconter toute sa vie parce qu'il faut la découvrir aussi. Mais effectivement, c'est bien de dire un mot aussi de ce livre qui vient de paraître sur la traduction. Je voulais dire un petit mot parce que là, c'est du coup votre travail de philosophe. Et alors, il y a 2 choses dans ce que vous avez dit tout à l'heure qui m'interpellent un peu. D'abord, je vais partir de du même point que toi, Maët, d'une citation de Birago Diop, qu'on trouve aussi là, dans de langue à langue, l'hospitalité de la traduction. Birago Diop, donc cet écrivain, poète que vous admirez, justement, aimait à dire de sa reprise créatrice des textes oraux qu'il n'était que le traducteur, c'est-à-dire un pâle imitateur de la performance orale, autrement plus belle et plus vivante, du griot Amadou Koumba. Pour lui, pour Birago Diop, se dire traducteur du griot signifiait que l'oralité est déjà littérature en tant que performance dans une langue précise. Alors ça, c'est juste pour voir un petit peu d'un des points d'où vous partez. Et puis après, l'autre chose, c'est, vous avez dit tout à l'heure, ben oui, dans mes livres de philo, mes essais, je me retranche derrière les idées et tout. Mais en fait, je ne suis pas si sûr que ça. Et je vais prendre cet autre extrait. Les pages qui précèdent ont été dictées par ce même optimisme de la traduction, comprise selon la définition d'Antoine Berman comme mise en rapport des langues. C'est pourquoi on y rencontre plusieurs fois cette expression. Mais répétons-le, optimisme n'est pas naïveté. Et on a l'impression que là, c'est vraiment vous qui le dites. Optimisme n'est pas naïveté. Oui. On sent que c'est votre parcours à vous, votre vision des choses à vous.
Absolument, parce qu'effectivement, je suis heureux de ce que vous me dites, parce que le fagot de ma mémoire, évidemment, va laisser des traces. J'ai écrit en disant « je », en me mettant moi-même en scène, en parlant de moi, en disant des choses que Maïté a lues tout à l'heure. Alors, si je reviens à l'écriture philosophique, ça va forcément déteindre. Ça veut dire que je ne vais plus écrire, y compris simplement en philosophie, de la même manière. J'ai suffisamment écrit de bouquins où je peux montrer que je peux être malin sur tel concept, sur tel texte, etc. Mais il ne s'agit plus d'être malin. Il s'agit de dire des choses que l'on ressent aussi profondément, des choses qui sont personnelles. Et je crois que notre époque demande cela. On ne peut pas faire simplement de la philosophie comme s'il s'agissait de faire une algèbre de concepts. Et donc, il faut à un moment donné dire, y compris dans le livre de philosophie le plus démonstratif, le plus argumenté, d'où on vient, qui on est, pourquoi on dit cela, et ce qu'on veut viser en faisant cela. Et le détour par le fagot m'a convaincu que cette volonté de redonner ces lettres de noblesse à l'idée d'humanité et à l'idée d'humanisme, c'est un combat qu'il faut mener, et c'est un combat personnel. On se reconnaît dans un engagement comme celui-là. Et quand je dis qu'il ne s'agit pas d'être naïf ou d'être d'un optimisme béat, ça veut dire que quand je chante l'humanisme, quand je dis par exemple que la traduction, c'est un pont, c'est une manière pour nous de surmonter la malédiction de Babel, de surmonter notre dispersion en tribus et faire que les langues se rencontrent, c'est cela la philosophie profonde de la traduction. Il y a une éthique dans la traduction. Donner accueil, faire accueillir dans ma langue ce qui s'est pensé dans une autre langue, c'est une manière de créer un pont entre ma culture et l'autre culture et de servir cette autre culture, de la présenter sous son meilleur jour possible à ceux qui ont la même langue que moi. Alors, on pourrait dire, oh, c'est naïf, c'est optimiste, dans ce monde de guerre, de meurtres. Alors, je viens de parler justement des meurtres les plus absurdes, des gamins de 18 ans qui peuvent trouver accès aussi facilement à des armes de guerre. Évidemment, ça ne pousse pas à l'optimisme béat. Mais cela veut dire deux choses. D'une part, qu'il faut y croire et continuer à se battre. Et deuxièmement, effectivement, que c'est un combat, que ce n'est pas simplement dire « chantons ensemble », Kumbaya, etc. Et dans son ensemble, ça veut dire luttons aussi contre tout ce qui nous sépare. Et il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Le racisme en est une. Les inégalités en sont. La grande division, les grandes inégalités à l'intérieur des nations et entre les nations elles-mêmes sont des éléments de fragmentation contre lesquels il faut se battre. Mais au nom de quoi se bat-on ? Eh bien, on se bat justement au nom de cette idée qui est l'humanité, qui est une idée abstraite. La tribu est très concrète. Je peux tout de suite dire que je suis de plein pied avec les gens qui ont la même langue que moi, qui me ressemblent et qui ont la même religion que moi, etc. Alors que je peux considérer que l'idée d'humanité, c'est quelque chose d'abstrait, quelque chose d'éloigné. Mais pourtant, la raison philosophique nous enseigne que l'humanité est réelle. Et les religions aussi, toutes. Et en ce sens-là, les religions humaines sont des humanismes. Les religions humaines aussi nous enseignent que l'humanité existe. Et il faut se battre pour cette idée-là. Et vous le montrez avec cette question de la traduction. Vous dites, vous avez cette expression très belle, dans le travail de traduction, les langues s'entreconnaissent. Et ça, c'est très beau. Très beau. Non, mais il faut lire Souleymane Bachir Diaye. Il faut non seulement l'écouter dès que vous pouvez l'entendre, mais il faut le lire. Ce sont des livres qui font du bien. Donc celui-ci s'intitule, celui dont on vient de parler, De langue à langue, l'hospitalité de la traduction, paru chez Albin Michel, et puis Le fagot de ma mémoire, paru chez Philippe Ray. Tu restes avec nous, hein, bien sûr, pour la suite, parce que là, merci. Alors on s'est dit, est-ce qu'on leur pose des questions ou est-ce qu'on les écoute ? Est-ce que vous nous dites un petit mot pour savoir comment tout ça a commencé, oui. Quand même, avec ce livre, Si seulement la nuit, qui s'est inventé pendant le confinement ? Alors oui, c'était pendant le confinement. J'ai reçu un mail de la part d'Attic, mon père, et puis
Et puis voilà, pour prendre de mes nouvelles, voilà, il me disait que je lui manquais. Et puis moi, j'ai pris ça un peu au début comme un grand terrain de jeu. Et je me suis dit, je vais aller l'embêter un peu sur son terrain des mots. Je vais aller le faire parler. Je l'ai regretté un peu à la suite. Et puis après, je me suis amusée un peu avec ça. On dit baba Baba. 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 Oui, voilà, c'est vrai que ma première lettre était une lettre très simple. Et voilà, Alice, comment vas-tu, tu me manques, etc. Ça faisait 2 semaines que vous n'étiez pas vus. Voilà, 2 Vous semaines. vous voyez donc beaucoup plus Autrement souvent. dit, voilà. Je suis un papa poule. Mais en dehors de ça, oui, c'était ça, mais en même temps, vous voyez, à chaque fois qu'on on veut prendre les nouvelles de quelqu'un d'autre, c'est une de certaines manières aussi de lui donner ses propres nouvelles. Donc, en tant que père, comme on vivait dans une période assez angoissante, inquiétante, donc je voulais lui dire que j'existe. Voilà, c'était plutôt une angoisse existentielle. Et ça vous a emmené beaucoup plus loin que vous ne le pensiez au départ, cet échange. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, alors moi je pense que le mieux c'est de découvrir tout de suite quelques petits extraits. Voilà, puisque vous avez accepté gentiment de bien vouloir nous en lire des extraits. Et puis Lima qui a accepté gentiment lui aussi de les accompagner. Vous voulez 2 livres? On a 2 livres. Ah oui, on a 2 livres. Ça sera plus C'est simple. bon. C'est parce qu'on a Ah des oui, petits j'avais post-it. déjà les D'accord. petits. Voilà. Bon, c'est pas grave, comme ça on... 3 septembre. Il faut mettre en récit ce qui nous hante. Il ne faut pas vivre et mourir dans une dramaturgie inachevée. Sinon, tout se répète à l'infini. Peut-être est-ce pour cette raison que les anciens Grecs, comme les Italiens de Quattrocento, ne cherchaient dans une œuvre que la perfection. La mise en récit des souvenirs répond d'une certaine manière à cette tentative d'achèvement du roman personnel, car seul le récit nous permet, grâce à sa dramaturgie structurante, de clore une histoire vécue ou fantasmée. Et même nos rêves, qui nous semblent si informes, si chaotiques, et une fois mis en récit, deviennent une œuvre, une forme, une vérité. Ce sont une même chose, m'aurait dit mon ami Paul. Bref, si j'écris dans mon carnet mes égarements, ce n'est que pour achever, faire taire cette voix errante qui ne cesse de m'asséner l'ordre « va-t'en ». Oui, je m'insurge contre cette voix qui m'apostrophe au-delà du temps. Je veux le condamner au silence de l'écriture. Écrite le 25 septembre. Baba, pourquoi t'écrire? Toi, tu le sais puisque tu me l'as écrit dans une de tes lettres. Pourquoi moi ai-je répondu à ces quelques mots que tu m'as envoyés le 7 mars? Pourquoi ne t'ai-je pas juste envoyé un SMS à titre informatif pour te répondre que tu me manquais aussi, que j'allais bien, merci, gros bisous. C'est étrange. Je ne me suis jamais posé cette question. Comme si tout allait de soi. Aucune obligation, aucun jeu de séduction pour attirer ton attention, ni par défaut, parce qu'il aurait été possible que par ennui je saute sur n'importe quelle occasion qui aurait pu occuper ma tête en cette période. Qu'est-ce que je cherchais? Sûrement la solitude m'a amenée à te répondre, à t'écrire. Une solitude que je ne voulais pas fuir. Plus j'écrivais, plus je me sentais seule. Comme si l'écriture n'était qu'un prétexte pour trouver cette solitude, lui donner une forme. Et là, cette fois-ci, en lisant tes dernières lettres, je me demande si je suis toujours capable de t'écrire. J'ai l'impression que je n'ai plus rien à te dire. À toi, mon père. « 5 novembre. Parfois, avant de dormir,
Je me dis que si mes parents n'étaient pas partis à temps, j'aurais pu naître en Afghanistan. Mon roman aurait été tout autre. Je me raconte que j'aurais été sûrement à l'université de Kaboul. Là-bas, j'aurais étudié la sociologie, la politique, l'économie, le français, l'anglais et pourquoi pas le chinois. J'aurais été une féministe, pure et dure, dans un pays où il y a tout un combat à mener. J'aurais été la voix de toutes ces femmes étouffées par cette société religieuse, patriarcale, dans laquelle le masculin incarne l'être supérieur et universel. J'aurais organisé via les réseaux sociaux des manifestations dans chaque grande ville d'Afghanistan afin que les jeunes descendent dans les rues et fassent entendre leur voix contre les oppresseurs. J'aurais embrassé passionnément ma copine sur la place la plus connue de Kaboul. J'aurais mis ma vie en danger. J'aurais été une performeuse, politicienne, sociologue, féministe, parce que là-bas c'est un métier, écrivaine, membre d'une association visant à protéger le droit des enfants, avocate. J'aurais accouché en public dans les rues de Kaboul pour dire aux hommes « Voilà d'où vous sortez, alors n'ayez pas peur de ce sang, de ce sexe, de mes cris. » J'aurais été menacée, torturée, emprisonnée, mais j'aurais eu toujours un coup d'avance sur les oppresseurs. Ma vie entière aurait été un combat. J'aurais été une honte ou une fierté pour vous. Pour certaines, j'aurais souillé l'image des femmes. Pour d'autres, je l'aurais sublimée. J'aurais été enterrée dans la fosse commune où mon corps se serait décomposé aux côtés des autres membres de ma sororité. Je n'aurais peut-être rien fait de tout cela. Je n'aurais pas eu le temps parce que ma mère aurait perdu trop de sang à l'hôpital et qu'elle n'aurait pas pu être prise en charge correctement. L'hôpital n'aurait pas eu les moyens nécessaires comme j'ai pu le voir une fois à Kaboul. Dans une petite et pauvre maternité, une infirmière est sortie en criant « Qui appartient au groupe sanguin AB ?» Malheureusement, j'ai vite compris que personne ici ne savait à quel groupe sanguin il appartenait. Ce qui expliquait le silence opposé au cri de l'infirmière. « Une femme perd trop de sang, nous avons besoin de sang !» Quelques minutes plus tard, nous avons appris qu'elle était morte et que le bébé n'avait pas survécu. J'aurais pu être ce nouveau-né mort. J'aurais pu. J'aurais peut-être survécu et à mon âge, j'aurais eu déjà 3 enfants, 30 kilos en plus et de gros doigts potelés à qui on aurait appris à cuisiner, coudre, nettoyer, ouvrir et fermer le Coran, égrener le tasbih. J'aurais regardé toutes les délicieuses séries turques doublées dans un persan mélodieux, digne des plus grands chefs-d'œuvre du 7e art. J'aurais cuisiné les meilleurs mantous du quartier. D'ailleurs, le mollah d'à côté en aurait raffolé. J'aurais envoyé mes enfants dans la meilleure école coranique de Kaboul qui appartiendrait aux frères de mon mari. Ainsi, la vie s'écoulerait au rythme des naissances, mariages, décès, enterrements, cérémonies. Vous auriez eu 7 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. L'idée de ces différentes possibilités d'existence en Afghanistan m'angoisse, puis m'amuse, et puis me rassure, me berce, pour enfin m'endormir. Bonne nuit, Boba. « 15 décembre. Ma vie. Il y a 24 ans, tu es né. Tu t'en souviens, j'espère. J'étais là, un dictaphone à la main. La sage-femme ne croyait pas que j'allais enregistrer tes premiers cris. Le son, pas l'image. D'ailleurs, la voix est plus belle que l'image, non ? Je n'avais encore pas lu le passage talmudique sur le premier cri de nouveau-né pour savoir donner un sens poétique au tien. Sinon, je me serais vanté de t'avoir enregistré comme pour saisir le secret de la création avant que l'ange ne vienne te frapper du sceau de tes lèvres, te condamnant au silence et à l'amnésie. Tes cris me sont chers, surtout ceux qui s'élevaient à 3 heures du matin. J'arrêtais d'écrire. J'écrivais seulement pour passer le temps, pour être là quand il fallait changer ta couche et te donner le biberon de cette heure-là. Ouais, mon épouse qui est présente, elle dormait à ce moment-là. Ouais. Raïma se reposait la nuit. Nous vivions à Montrouge, sur la route nationale 20, au
10e étage, avec vue sur la ville, les horizons. Un paysage bellement laide. C'était un hiver généreux. Il neigeait beaucoup. Tout était blanc. C'était sans doute ta page blanche de l'exil à toi dans ce monde. Ton cri est celui dont parle Rumi dans l'introduction de son grand livre Masnavi, ce poème très connu parlant de cet exil originel. Écoute la flûte de Roseau. Écoute sa plainte des séparations. Elle dit la complainte. Depuis que de la roselière on m'a coupé, en écoutant mes cris. Hommes et femmes ont pleuré pour dire la douleur du désir sans fin. Il me faut des poitrines lacérées de chagrin. Ceux qui restent éloignés de leur origine attendent ardemment d'être enfin réunis. Séparés de celui qui parle la même langue, même si on a 100 mélodies, on perd la langue. Traduit par Leili Anvar, ici présente. Rumi avait à peine 12 ans quand il est parti avec toute sa famille pour la Turquie, car sa ville natale Balkh, dans le nord de l'actuel Afghanistan, devenait la cible de l'invasion mongole. Certains critiques interprètent ce poème comme l'expérience originelle de l'exil, la séparation de l'enfant d'avec le corps maternel. Le naï, la flûte de Roseau, crie comme l'enfant à qui on a coupé le cordon ombilical. La naissance est cette première expérience de l'exil. En disant que j'écrivais à ta naissance pour passer le temps, je me trahis. Pourquoi alors donner dans mes interviews 1001 raisons, tantôt politiques, tantôt poétiques, tantôt dramatiques, tantôt épiques? Ici, je ne parle pas de la mise en récit, mais de l'acte d'écriture, d'écrire ce cri silencieux, ce rire étouffé. Avec ton cri, j'abandonnais mes personnages, mon univers imaginaire, ma bulle, pour retourner à la réalité, à la vie, et te faire rire. Puis revenir, plein d'élan à l'écriture. Enfin, sans mots, tu crées pour dire « j'ai faim ». Ainsi m'as-tu soufflé la première phrase de mon premier roman, Terre et cendre. Ton acte de naissance, sous le prénom d'Alice, était mon passeport pour voyager au pays des mots. Un prénom que j'avais entendu à l'âge de 12 ans, lorsque j'apprenais ma première phrase en français. Voilà Alice, elle dort. En prononçant ton prénom prédestiné, j'étais déjà ailleurs. Ces lettres que je t'adresse me permettent de retourner à ce temps de l'innocence de l'écriture. Et toi, te voilà 24 ans plus tard, en train de lire mes écrits et mes rires qui te remercient d'exister. Bon anniversaire, ma vie. Merci pour ce beau moment.
در دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن آنگه بیا عاشقان هم خانه شو هم خانه شو باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو حیلت رها کن عاشقا حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو وندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو وندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو C'était encore un poème de Rumi. Ah, c'était magnifique. Il s'appelle Nima Kochravesh. Il est iranien et il était ici pour participer à un moment musical pendant le festival Étonnant Voyageur. Et nous avons eu cette idée un peu au dernier moment, cette improvisation. Quand j'ai envoyé un mot à Tic pour dire est-ce que tu accepterais de lire avec Alice des extraits du livre, tu as accepté tout de suite. Et Nima a accepté aussi de venir sur ce plateau pour ce. Et vraiment, c'était un très, très beau moment. Merci à Souleymane aussi d'être venu avec nous sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup.